Bonjour à tous. Je vous ai concocté une autre petite conf de tour de synthèse en essayant de vous présenter des dossiers multidisciplinaires, ça va être le cas de le dire. Vous allez sentir une petite imprégnation neurologique quand même, mais en essayant de balayer différents terrains que vous connaissez mal, notamment la prise en charge du handicap ou la médecine du travail. On va commencer avec le dossier numéro 1. Donc dossier numéro 1. Henri, 30 ans, réparateur mécanicien, est retrouvé par le directeur du garage dans lequel il travaille, allongé sur le sol et inconscient. Il n'a pas d'antécédent particulier. À l'examen clinique, vous retrouvez uniquement une tachycardie et la présence de quelques flictènes. Depuis quelques jours, certains employés se sont plaints de céphalées et de nausées. Question numéro 1, détaillez votre examen clinique. Question numéro 2, quel diagnostic évoquez-vous justifié? Lors de la stimulation douloureuse, Henri ouvre les yeux et présente un mouvement d'évitement à la douleur. Il répond aux questions de manière complètement incompréhensible. Question numéro 3, évaluez le score de Glasgow. Question numéro 4, quelle est votre prise en charge immédiate? Votre patient est hospitalisé dans le service de réanimation médicale et traité rapidement, de manière adaptée. Vous récupérez les résultats des examens biologiques pratiqués en urgence. Ionogramme sanguin, sodium à 139 mmol par litre, potassium à 6,6 mmol par litre, urée à 21 mmol par litre, créatinine à 360 micromol par litre. Les CPK sont à 10 300 unités par litre. La NFS retrouve une hémoglobine à 13 grammes par décilitre, un taux de globules blancs à 9000 par millimètre cube, des plaquettes à 248 000 par millimètre cube. Les gaz du sang retrouvent un pH à 7,23, une PaO2 à 100 mm de mercure, une PaCO2 à 24 mm de mercure, des bicarbonates à 12 mmol par litre. La bandelette urinaire retrouve 3 croix de globules rouges, des leucocytes, des nitrites et des protéines absentes. Question numéro 5, caractérisez cette insuffisance rénale. Quelle en est selon vous l'étiologie? Question numéro 6, quel examen réalisez-vous de toute urgence? Que recherchez-vous? Question numéro 7, décrivez l'état acide-base. Comment expliquez-vous la normalité de la PaO2? Question numéro 8, quelle est votre prise en charge de cette insuffisance rénale aiguë? L'état neurologique du patient s'améliore au cours de son hospitalisation, mais devant la persistance d'une insuffisance rénale, celui-ci souhaiterait obtenir une prise en charge au titre de maladie professionnelle, selon le tableau 64 du régime général. Comment se déroule la déclaration en maladie professionnelle dans ce cas? À quelle prestation le patient a-t-il droit pendant la durée de son arrêt de travail? Alors vous voyez, c'est un dossier long. Et je peux vous prévenir que le jour de l'ENC, les dossiers longs, ça va être tous les dossiers. Préparez-vous dès maintenant à ne pas faire de brouillon détaillé, mais à marquer sur le brouillon les choses que vous ne devez absolument pas oublier et que vous aurez repérées à la lecture de l'énoncé. Ça, c'est plus important. Comme ça, en fin de dossier, vous allez pouvoir revenir sur ces éléments primordiaux, les zéros à côté duquel il ne faut pas passer, et pouvoir recorriger votre copie, revoir vos réponses en fonction. Ça, c'est essentiel parce que vous allez avoir des crampes aux poignets et vous allez sérieusement flipper si vous finissez pas votre épreuve. Mais je vous rassure, tout le monde est dans le même cas. Donc, entraînez-vous, entraînez-vous, entraînez-vous sur ces dossiers longs et surtout, ne perdez pas vos moyens quand vous lisez de tels énoncés. Alors, détaillez votre examen clinique. Premièrement, c'est l'examen clinique d'un patient avec un coma non traumatique. Il ne faut pas oublier les gestes indispensables. Donc, bien sûr, évaluer les fonctions vitales, ça paraît évident, l'hémodynamique, la fonction ventilatoire. Autre chose qui doit vous paraître évidente, c'est de réaliser un dextro. Chez ce patient, vous êtes le médecin du SAMU, vous êtes sur les lieux de l'accident, vous repérez ce patient, il faut faire un dextro, c'est une cause curable rapidement de coma non traumatique. Ensuite, rechercher des signes de traumatisme qui seraient passés inaperçus par l'entourage. Vous allez examiner le tégument à la recherche de lésions cutanées, notamment à la recherche de plaies qui peuvent saigner, entraîner un choc hémodynamique. Ensuite, vous allez essayer d'obtenir le maximum de renseignements auprès des témoins. Votre examen neurologique devra après être détaillé. Vous allez bien sûr évaluer le score de Glasgow. C'est un score qu'il va falloir coder tout au long de l'évolution du patient et voir qui permettra de juger objectivement de son aggravation. Donc vous, dans le cadre de l'évaluation du score de Glasgow, vous coderez la réactivité à la douleur verbale, la réponse oculaire. Vous pourrez examiner les yeux.
tout d'abord, chez un patient inconscient, on ne peut pas faire grand-chose, mais les yeux, c'est quelque chose qu'on peut regarder, et notamment regarder l'état des pupilles. Est-ce qu'elles sont en myosis bilatérale, en mydriase, est-ce qu'elles sont asymétriques? Notamment, vous pourrez aussi regarder la position des globes oculaires, les réflexes oculocéphaliques, les clignements réflexes. Recherchez aussi systématiquement dans ce type de coma non traumatique un syndrome méningé qui doit vous guider vers une urgence neurochirurgicale immédiatement. Suite de votre examen neurologique, les réflexes du tronc cérébral, alors je vous rassure, je ne pense pas que connaître le détail de comment se réalise chaque test de réflexe du tronc cérébral soit à connaître pour l'ENC. Mais c'est bien de montrer que vous avez compris que lors de l'évaluation d'un coma non traumatique, vous allez devoir évaluer le niveau de l'atteinte encéphalique de votre patient. De même, l'étude de la respiration peut vous donner des indices sur le niveau d'atteinte du malade entre une respiration neurogène centrale, une respiration amnostique, une respiration de Kussmaul. Vous allez enfin rechercher les signes de localisation dans la mesure de ce que l'on peut rechercher chez un patient inconscient, mais il y a des choses qui sont réalisables, notamment regarder les réflexes, la présence d'un signe de Babinski, essayer d'évaluer si le patient a une réponse à la douleur, d'évaluer l'existence d'un déficit sensitif ou moteur, par exemple. Alors là, quel diagnostic évoquez-vous, justifiez? Alors cette réponse, vous ne pouvez pas vous permettre de passer à côté. Il fallait évoquer absolument chez ce patient une intoxication aiguë oxycarbonée, parce qu'il s'agit de quelqu'un qui travaille dans un local mal aéré, probablement un garage. Ensuite, la symptomatologie qui n'est jamais très spécifique dans ces cas-là, les troubles de la conscience, la tachycardie, les phlictènes. Et enfin, argument primordial, c'est l'existence d'un caractère collectif à ces symptômes. Il existe des collègues de travail qui ont présenté des nausées, des céphalées fortement évocatrices d'une intoxication oxycarbonée chronique. Enfin, c'est l'existence d'une unité de temps et de lieu de survenue des symptômes, c'est-à-dire que ces symptômes sont survenus au travail, au moment du travail, pas pendant le week-end, pas de façon décalée par rapport à l'exposition toxique. Lors de la stimulation douloureuse, Henri ouvre les yeux et présente un mouvement d'évitement à la douleur. Il répond aux questions de manière complètement incompréhensible. Je vous demandais, en question numéro 3, d'évaluer le score de Glasgow. Je peux évaluer le taux de bonne réponse parmi vous à cette question à environ 20%, 15%, et donc 15% seront des gens qui ont eu un petit peu de bol sur la cotation, parce que je pense que c'est un petit peu difficile de se souvenir de tous ces scores, et si vous vous êtes trompé, c'est pas grave. D'accord? Parce que vous allez le réviser, que vous allez vous accrocher votre score de Glasgow dans votre chambre, dans vos toilettes, que vous allez vous le marquer dans votre portefeuille, que vous allez le regarder en allant au boulot ou avant d'aller voir vos amis le samedi soir, et que finalement ça va rentrer, et que la veille de l'ENC, si c'est quelque chose pour laquelle vous avez des difficultés, vous allez les revoir, ces scores. Ok? Donc là, c'est pour vous entraîner encore et encore, et si vous vous êtes trompé, tant pis. Là, il fallait retrouver une réponse oculaire à 2 sur 4, une réponse verbale à 2 sur 5 et une réponse motrice à 4 sur 6, faisant un total de 8 sur 15. Je vous ai rappelé ici le score de Glasgow avec l'ouverture des yeux qui est cotée sur 4 points, la réponse verbale cotée sur 5 points et la réponse motrice cotée sur 6 points. Chez ce patient, on avait une réponse à la douleur, une ouverture des yeux à la douleur uniquement, donc 2 sur 4. On avait une réponse verbale incompréhensible, donc 2 sur 5, et on avait une réaction d'évitement, oups, voilà, je voulais mal entourer, qui faisait un 4 sur 6. Quelle est votre prise en charge immédiate? Il y avait à cette question des zéros, à côté desquels vous ne pouviez pas vous permettre de passer. Notamment des choses qui vont vous paraître évidentes quand je vais vous les dire, et vous allez vous dire « Ah, zut, j'aurais pu y penser. » Retenez, souvenez-vous-en pour l'avenir et apprenez de vos erreurs. Je pense que déjà beaucoup d'entre vous m'ont remarqué que c'est une urgence. Très bien. Mais je pense que beaucoup moins auront marqué dans leur réponse qu'il faut soustraire de l'atmosphère toxique. Ça paraît évident quand je vous le dis, c'est sûr. Mais marquez-le sur votre copie. Ça fait partie de votre prise en charge d'évacuer les lieux et surtout d'enlever le patient de cette atmosphère qui est toxique pour lui.
Vous allez ensuite assurer la liberté des voies aériennes supérieures, mettre en place très rapidement une oxygénothérapie au masque sur les lieux de l'accident, puis vous allez, dès que possible, intuber et ventiler votre malade, car il présente un état, un Glasgow qui est à 8 sur 15, qui justifie une intubation-ventilation. Ensuite, vous allez mettre en place une voie veineuse périphérique, éventuellement décider de doser le CO sur les lieux de l'accident. Et enfin, devant ce coma lié à l'intoxication oxycarbonée, cela justifie de transporter le patient vers un centre qui dispose d'une oxygénothérapie hyperbare. Ceci en urgence. Ça aurait été le cas aussi s'il s'agissait d'un enfant ou d'une femme enceinte, avec ou sans trouble de la conscience, intoxiquée par le CO. Donc souvenez-vous-en, les indications de l'oxygénothérapie hyperbare, c'était aussi un 0 à la question. Bien sûr, vous mettez en place une surveillance constante. Vous allez là encore évacuer et interdire l'accès au parking, donc faire intervenir les services de police pour qu'ils bloquent l'accès à ce garage et prévoir une consultation pour les autres employés rapidement. Votre patient est hospitalisé dans le service de réanimation médicale et est traité rapidement de manière adaptée. Vous récupérez les résultats des examens biologiques pratiqués en urgence. Le ionogramme sanguin retrouve un sodium à 139 mmol par litre, un potassium à 6,6, une urée à 21 mmol par litre et une créate à 360 micromol par litre. Les CPK sont à 10 300, la NFS retrouve une hémoglobine à 13 grammes par décilitre, des globules blancs à 9000 par millimètre cube, des plaquettes à 248 000 par millimètre cube, les gaz du sang retrouvent un pH à 7,23, une PaO2 à 100, une PaCO2 à 24 et des bicards à 12 mmol par litre. La bandette urinaire retrouve uniquement 3 croix de globules rouges. Caractériser cette insuffisance rénale, quelle en est l'étiologie? Donc on va tout d'abord caractériser l'insuffisance rénale. Il faut déjà préciser s'il s'agit d'une insuffisance rénale aiguë ou chronique. Essayer de préciser son caractère fonctionnel ou organique. Donc là, on est parti chez un sujet jeune, a priori sans antécédent. On pouvait aisément justifier le fait qu'il s'agissait ici d'une insuffisance rénale aiguë. En plus du fait qu'on avait une cause supposée à cette insuffisance rénale, on pouvait partir sur la base d'une insuffisance rénale organique. Ce d'autant que on voyait une élévation relativement égale de l'urée de la créatinine plasmatique. Je ne vous donnais pas ici le ionogramme urinaire qui aurait pu vous aider à justifier l'organicité de cette insuffisance rénale. Mais là, en plus, on pouvait suspecter une étiologie d'emblée, l'existence notamment d'une nécrose tubulaire aiguë, secondaire à une rhabdomyolyse, donc ce serait une nécrose tubulaire aiguë d'origine pigmentaire, liée à la présence de myoglobine libérée par le muscle lors de la rhabdomyolyse, qui compliquait cette intoxication oxycarbonée. On pouvait ici supposer cette rhabdomyolyse en raison de l'élévation importante des CPK et la probable présence de myoglobine dans les urines, mise en évidence par la présence de 3 croix de globules rouges. Donc, insuffisance rénale aiguë, organique, par nécrose tubulaire aiguë, secondaire à une rhabdomyolyse, qui complique elle-même l'intoxication oxycarbonée. Quel examen réalisez-vous de toute urgence? Que recherchez-vous? Cet examen, à la lecture de votre énoncé, aurait dû figurer sur votre brouillon. Même si je ne vous avais pas posé cette question, il aurait fallu que ça fasse tilt dans votre tête. Vous auriez dû lire qu'il y avait un potassium à 6,6, donc une hyperkaliémie, qui justifiait la réalisation en urgence d'un électrocardiogramme de repos à la recherche de signes d'hyperkaliémie, correspondant notamment à l'augmentation d'amplitude des ondes T qui vont être étroites, pointues, symétriques.
On va retrouver un segment ST en forme de S italique, mais avec un QT de longueur normale. Des troubles conductifs qui peuvent être à différents niveaux, soit auriculaires, soit auriculo-ventriculaires, soit ventriculaires. Et au maximum, des troubles du rythme ventriculaire avec une tachycardie ventriculaire, fibrillation, voire asystolie. C'est cette hypercalémie qui peut s'élever très rapidement, qui va faire aussi la gravité de l'état de ce patient, qui peut à tout moment présenter un arrêt cardiaque. Donc, même si je ne vous avais pas posé la question, prenez le réflexe, dès que vous lisez un chiffre de potassium, de vous assurer qu'il ne justifie pas la réalisation d'un électrocardiogramme. Question numéro 7. Décrivez l'état acide-base. Comment expliquez-vous la normalité de la PaO2? Là, c'est une petite question un petit peu de physiologie, de physiopathologie, qui peut être difficile pour certains. Autant être méthodique pour l'analyse, la description de l'état acide-base. On était déjà devant une acidose, parce qu'on avait un pH bas, à 7,23, qui était inférieur à 7,4. C'est une acidose métabolique, parce qu'on avait une diminution des bicarbonates. On pouvait dire qu'elle était partiellement compensée, parce qu'on voyait la tentative de compensation par diminution de la PaCO2. Or, elle était que partiellement compensée car il n'y avait pas de normalisation complète du pH. La normalité de la PaO2 ici peut s'expliquer par le fait que la PaO2 mesure l'oxygène qui est dissous dans le plasma et non celui qui est fixé à l'hémoglobine. Or, quand vous avez une intoxication au monoxyde de carbone, vous allez avoir du CO qui se fixe sur l'hémoglobine parce que son affinité est largement supérieure à celle de l'oxygène, mais il n'y a pas de diminution de l'oxygène dissous au niveau plasmatique, donc pas de diminution de la PaO2. Quelle est votre prise en charge de cette insuffisance rénale? Là, autant réfléchir déjà. Essayer de relancer la diurèse, d'autant plus qu'elle peut ne pas être conservée par un traitement diurétique type Lasix à la seringue électrique. Pensez à corriger l'hypercalémie et à en limiter les complications. Ça passe notamment par la limitation d'excitabilité myocardique par administration de gluconate de calcium et deuxièmement la correction de l'hypercalémie elle-même qui peut se faire par une alcalinisation par du bicarbonate de sodium qui va avoir le double avantage de diminuer en même temps l'acidose et de limiter la toxicité rénale de la myoglobine. Ensuite, et dans le même temps, vous allez débuter un traitement oral par cahiexalate dans le but d'avoir des effets plus prolongés. Dans certains cas, l'épuration extrarénale peut être justifiée si l'hypercalémie ou l'acidose n'est pas contrôlée ou si l'insuffisance rénale est mal tolérée. Pensez bien sûr à surveiller cliniquement votre malade, son état volémique, sa diurèse, l'électrocardiogramme. Pensez aussi à surveiller sur le plan biologique et la fonction rénale, et bien sûr le ionogramme sanguin. L'état neurologique du patient s'améliore rapidement au cours de son hospitalisation, mais devant la persistance d'une insuffisance rénale, celui-ci souhaiterait obtenir une prise en charge au titre de maladie professionnelle selon le tableau 64 du régime général. La question suivante est comment se déroule la déclaration en maladie professionnelle. C'est une question qui est toujours difficile. Moi, chaque fois que je prépare mes confs, j'ai une de mes amies qui est médecin du travail qui me rappelle l'importance de la médecine du travail à l'ENC en me montrant du doigt tous les dossiers qui ont des petites questions de médecine du travail, notamment, il me semble l'année dernière, un dossier d'asthme professionnel. Donc, pensez à réviser ces questions. Ça peut être des questions sournoises, mais c'est surtout des questions classantes. Parce que c'est facile à retenir, c'est de l'administratif. Donc, collez-vous une demi-journée d'apprentissage de déclaration de maladie professionnelle, déclaration d'accident du travail. Ça va rentrer tout seul et surtout après, vous allez gagner des points que les autres n'auront peut-être pas et qui vous permettront de classer en adéquation avec vos objectifs futurs. Voilà, donc comment se fait cette déclaration de maladie professionnelle dans ce cas? C'est la victime qui déclare elle-même la maladie professionnelle à la CPAM. Il faut un délai, compter que le patient a un délai de 15 jours entre la cessation de travail liée à la maladie constatée et la constatation de la maladie, ou un délai de 3 mois à compter de l'entrée en vigueur d'un nouveau tableau lorsque la maladie avait été constatée auparavant. Pour déclarer cette maladie professionnelle,
le patient va avoir besoin de 3 choses. Premièrement, le formulaire de déclaration de maladie professionnelle qui peut aller retirer à la CPAM à laquelle il est affilié. Deuxièmement, le certificat médical initial descriptif en 2 exemplaires qu'il va obtenir auprès de son médecin traitant. Et troisièmement, l'attestation de salaire qui est remise par son employeur. La CPAM va secondairement étudier la demande, donc analyser la qualité du certificat médical, éventuellement demander une enquête médicale supplémentaire, une enquête administrative éventuelle. Elle va évaluer le délai qu'on appelle le délai de prise en charge et le délai qu'on appelle le délai d'exposition pour voir si on rentre bien dans un tableau, dans le tableau de maladie professionnelle auquel le patient souhaite être reconnu. Ensuite, la CPAM va avoir 3 mois entre la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour laisser connaître sa décision. Elle peut demander d'avoir 3 mois supplémentaires si une enquête médicale ou administrative est demandée ou si des examens sont suggérés. Elle peut prendre une des décisions suivantes, soit elle reconnaît facilement la maladie professionnelle, soit elle transmet le dossier à un comité qui s'appelle le CRRMP, qui est le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, pour une analyse complémentaire, soit elle refuse pour une raison administrative ou une raison médicale, en fonction des critères qui se situent dans les tableaux, à savoir les symptômes reconnus, le délai d'exposition et le délai de prise en charge. Autre question de médecine du travail, dis donc, on va travailler aujourd'hui, c'est la question numéro 10 avec les prestations auxquelles le patient a droit pendant la durée de son arrêt de travail. Là encore, c'est du cours à apprendre. Il faut savoir qu'il y a 2 types de prestations auxquelles il peut avoir droit. Les prestations en nature, c'est ce qu'on va voir en premier, et les prestations en espèces, qu'on va voir en deuxième. Alors revenons sur les prestations en nature. Dans les prestations en nature, il va y avoir l'exonération du ticket modérateur, la mise en place d'un tiers payant. Ça va être valable pour toutes les prestations auxquelles le patient aura droit en rapport avec sa maladie, tout ce qui est transport médical, tout ce qui est hospitalisation, soins ambulatoires, les cures, les kinés, les appareillages, tout ce qui est rééducation et réadaptation. Et enfin, il va pouvoir bénéficier d'une protection contre le licenciement ou éventuellement de la mise en œuvre d'un reclassement professionnel. Deuxièmement, sur les prestations en espèces, peut-être un petit peu plus difficile à retenir. Donc, il s'agit d'indemnités journalières qui sont versées pendant toute la durée d'incapacité temporaire de travail. Alors, si vous connaissez les pourcentages, c'est encore mieux. Pendant les 28 premiers jours, le patient va gagner en fait 60% du gain journalier. Bon, il y a des limites, des plafonds. Et à partir du 29e jour, on passe à 80% du gain journalier. Pour conclure ce dossier, je vous ai mis un petit tableau qui me semble très instructif et très bien fait sur la démarche diagnostique et étiologique devant une insuffisance rénale, parce que c'était une des questions peut-être les plus difficiles de ce dossier. Déjà, reconnaître l'insuffisance rénale devant l'élévation de la créatininémie, savoir si ce patient était connu comme ayant une élévation de la créate ou non. Si cette élévation de la créatininémie est stable par rapport aux valeurs de référence, on rentre dans le cadre d'une insuffisance rénale chronique, d'étiologie variée, soit s'il s'agit d'une élévation de cette créate par rapport aux valeurs de référence, on rentre dans le cadre de l'insuffisance rénale aiguë. Pensez aux complications de cette insuffisance rénale, on n'en parlera jamais assez, les risques d'hypercalémie, d'OAP notamment. Ensuite, pour pouvoir la qualifier, vous allez réaliser les examens complémentaires suivants, donc le ionogramme sanguin et urinaire, un sédiment urinaire, éventuellement une échographie des rénales, et à discuter selon l'étiologie, une biopsie rénale. Vous pouvez rentrer alors dans différents cadres d'insuffisance rénale aiguë, soit une insuffisance rénale fonctionnelle, qui est assez co-spécifique, déshydratation notamment, l'insuffisance rénale obstructive, que vous allez pouvoir mettre en évidence grâce à l'échographie des voies excrétrices, et l'insuffisance rénale organique,
ce qui était le cas du patient que nous avons vu à présent, dont les étiologies sont là encore variées. Très fréquemment, il va s'agir d'une nécrose tubulaire aiguë, dont les étiologies sont multiples. On peut avoir une cause interstitielle, une cause glomérulaire ou une cause vasculaire, que vous allez devoir rechercher à l'aide d'examens complémentaires, voire à l'aide d'une biopsie, d'une ponction biopsie rénale, si les indications en sont posées. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié ce dossier par la diversité des sujets abordés, surtout par la présence de certains réflexes à avoir. Le CG, ne l'oubliez pas, le dextro dans le cadre du coma non traumatique, ne l'oubliez pas non plus. Ne l'oubliez pas nulle part en neuro d'ailleurs ce dextro. Ok, donc des réflexes simples qui rapportent des points. Quelques petites heures passées à la bibliothèque à revoir des questions de cours sur la médecine du travail qui rapportent des points, et avoir une réflexion en néphro qui est parfois difficile dans le cas de l'insuffisance rénale aiguë, qui déjà est à connaître pour votre pratique future et qui doit être claire dans votre tête pour savoir reconnaître les différents types d'insuffisance rénale. Voilà.